On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque depuis un certain temps j'ai très envie de vous filmer des recommandations par maison d'édition et notamment par maison d'édition indépendante. Vous savez que je trouve ça important de soutenir les maisons d'édition indépendantes. J'ai une très longue liste de maisons d'édition indépendantes, vraiment très longue. N'hésitez pas à me donner celles que vous connaissez, peut-être que je les connais déjà mais c'est pas grave, et sinon j'en découvrirai. Bref, c'est parti, on y va. Devinez qui vient de remarquer que son petit pendillou dégoûtant pour accrocher sur les cintres était sorti et que ça m'a perturbée pendant tout le montage. Voilà, je suis désolée, ça va falloir faire avec visuellement. Pourquoi j'ai choisi de commencer avec La Talente? Parce que La Talente est une maison d'édition dans laquelle j'ai lu beaucoup de textes. Il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas que La Talente, mais ça fait partie des maisons d'édition, je pense que je suis le plus assidûment, et c'était un peu une évidence pour moi de commencer par là. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais tout de suite vous présenter très rapidement la maison d'édition, et je passerai à mes recommandations. La Talente, c'est avant tout une librairie à Nantes qui a été fondée par Pierre Michaud en 79, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Quelques années plus tard, en 1982, La Talente s'est tournée vers l'édition et tout d'abord des publications particulières puisque c'était très axé cinéma. En 88, La Talente a créé la bibliothèque de l'évasion qui était tournée vers la SF, tout ce qui va être aventure, policier, épopée, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup encore à l'heure actuelle dans le catalogue. C'est vraiment en 93 que je pense qu'il y a un gros tournant en tant que maison d'édition de l'imaginaire puisque en 93 va sortir Les Annales du Disque Monde ainsi que je ne sais plus quel roman de Pierre Bordage qui sont quand même deux très grands noms, hein, Pratchett et Pierre Bordage, c'est vraiment deux grands noms emblématiques de La Talente et deux très grands auteurs qui sont très appréciés, très connus. Donc c'est à partir de ce moment-là et je pense du succès de ces publications que La Talente se tourne de manière beaucoup plus radicale vers l'édition de l'imaginaire. Je trouve que La Talente fait partie de ces maisons d'édition qui a un réel parti pris d'édition et qui ne joue pas le jeu de la mode, de la séduction, qui ne sort pas forcément des textes à la mode, mais qui sort de très bons textes. À l'heure actuelle, La Talente publie environ 35 livres par an, c'est les chiffres que j'ai pu trouver sur le site, d'ailleurs toutes les informations que je viens de vous donner sont sur le site, je vous les redis parce que je trouve ça intéressant de faire un rapide focus sur cette maison d'édition et son évolution, mais vous retrouverez tout ça bien évidemment sur le site de La Talente, d'ailleurs c'est le cas de la plupart des maisons d'édition, il y a un petit historique de la maison d'édition et c'est toujours assez intéressant parce que parfois on découvre des choses et on apprend des choses sur même des fois des maisons d'édition qui font partie de grands groupes mais qui ont été des maisons d'édition indépendantes. Donc je vous invite à aller voir peut-être l'historique de vos maisons d'édition préférées, c'est parfois hyper instructif. Nous allons maintenant passer aux recommandations et autant vous dire que choisir a été extrêmement difficile, du coup je vais vous parler de pas mal de livres, mais j'ai réussi à avoir une sélection assez large, je pense, de manière à ce que vous puissiez trouver votre compte chez La Talente si vous ne connaissez pas bien cette maison d'édition. C'est possible, même si j'en parle régulièrement, c'est vrai que moi, avant d'être sur YouTube, je m'intéressais très peu aux maisons d'édition, donc c'est peut-être l'occasion pour vous de faire des liens entre des textes que vous auriez lus ou peut-être de découvrir de nouveaux textes. Pour moi, deux noms emblématiques et que j'ai lus parce que je n'ai jamais lu Pierre Bordage à l'heure actuelle, mais deux noms emblématiques qui sont les figures de proue à mon sens de La Talente, c'est Terry Pratchett avec Les Annales du Disque Monde, j'ai lu à l'heure actuelle les 3 premiers tomes sur 41 je crois, et Becky Chambers. Becky Chambers, je pense que si vous êtes ici depuis un certain temps, vous en avez forcément entendu parler dans une vidéo ou dans une autre. Si vous suivez Pénélope, si vous suivez en fait plein des copines avec qui j'échange régulièrement, vous en avez entendu parler. Becky Chambers, avec ici le tome 1 des Voyageurs, qui est une excellente saga en 4 tomes compagnons, où on suit des histoires différentes, des personnages différents, mais où tout est lié et on retrouve des personnages ou de la famille de certains personnages. Excellente saga de science-fiction positive, accessible. Je pense d'ailleurs que je mettrai Les Voyageurs dans une prochaine vidéo de recommandation de SF, parce que ça n'est pas complexe en termes d'univers et de description de technologie, c'est très accessible parce que Becky Chambers fait le choix de parler avant tout de rapports humains, de rapports entre les espèces, entre des espèces
intelligente, humanoïde et parfois pas du tout humanoïde, et c'est ce que j'aime chez Becky Chambers. J'ai particulièrement aimé le premier volume parce que ça a été une première plongée pour moi dans cet univers extrêmement réconfortant, non pas parce qu'il arrive au personnage, parce que parfois c'est dur, ne vous attendez pas à quelque chose où tout se passe très bien, mais dans les relations. En fait, ce sont des relations pour moi qui devraient exister à grande échelle, c'est-à-dire des relations de bienveillance, de respect, de compréhension, bref, tout ce que j'aime, ça prône des valeurs que je trouve hyper importantes et j'ai adoré cette saga. Je vous invite vraiment à vous pencher sur Becky Chambers si vous ne connaissez pas, si vous avez envie de SF accessible qui fait du bien dans l'ensemble parce que tous les conflits sont réglés par l'échange, la discussion et c'est ce qu'on aimerait, c'est vers quoi on aimerait tendre dans nos sociétés. Donc vraiment très très chouette. Et j'ai oublié de vous préciser, on est sur une illustration de Nicolas Sarté et la traduction c'est Marie Surgé, je crois qu'on dit, excellente traductrice, c'est elle qui traduit tous les Becky Chambers et c'est vraiment très bien traduit. D'ailleurs c'est un point que j'aime beaucoup chez La Talente, il y a un vrai bon travail de traduction. Deuxième grand nom évidemment qu'on retrouve chez La Talente et qui est, je pense, vraiment la figure de proue de La Talente, c'est évidemment Terry Pratchett avec les Annales du Disque Monde. Ici, c'est le 4e tome Mortimer parce que mes 3 premiers tomes sont déjà partis en carton. Donc, je vous montre celui-ci qui est encore dans ma palle. Les Annales du Disque Monde, pour le coup, c'est de la fantasy. Je pense qu'il y a un nom que je ne connais pas. Moi, je dis que c'est de la fantasy parodique parce que ça reprend les codes de la fantasy pour les tourner un peu à l'absurde, pour s'en moquer un peu, pour s'en jouer. Ce sont aussi des textes extrêmement engagés qui proposent beaucoup de dénonciations, que ce soit des dénonciations sociales, que ce soit des dénonciations politiques, c'est vraiment des textes engagés. C'est très particulier, c'est perché, les 2 premiers tomes sont peut-être pas la meilleure porte d'entrée dans l'univers des Annales du Disque Monde parce que c'est assez dense en termes d'informations, mais sachez, si vous ne connaissez pas du tout les Annales du Disque Monde, qu'il y a plusieurs arcs narratifs qui sont en parallèle et que vous pouvez commencer par n'importe lequel de ces arcs à partir du moment où vous commencez par le premier volume d'un des arcs en fait. Vous pouvez parfaitement commencer par le tome 3 par exemple, donc la 8e fille, qui est peut-être plus accessible que le 1 et le 2. En tout cas, c'est les retours que j'en ai. Moi, j'ai adoré le 1 et le 2, mais voilà, c'est à vous de voir. Toujours est-il que, évidemment, figure de proue, encore une fois je le redis, de la maison d'édition, parce que les Annales du Disque Monde, c'est quand même une littérature de fantasy qui est très bien installée dans le paysage anglophone, mais pas que, hein, même en France quand même c'est assez connu, et c'est très très bon, c'est très intelligent, j'adore. C'est traduit par Patrick Couton, très bonne traduction, vraiment. Je pense pour le coup que si vous avez peur quand vous lisez en traduction de perdre l'intérêt et l'essence de la plume, pour le coup, avec Patrick Couton, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il a beaucoup travaillé avec Terry Pratchett. Terry Pratchett l'a adoubé en tant que traducteur. Donc vraiment, vous pouvez y aller en toute confiance. Il n'y aura pas de problème. Sortie de ces 2 grands noms pour moi des éditions La Talente, donc plutôt historique, en tout cas un grand nom historique, plutôt récent, on va dire, mais quand même très grand nom, Becky Chambers. Je vais vous présenter quelques recommandations que j'ai découvert, que j'ai adoré, et je vais essayer d'être assez éclectique dans ma présentation pour que vous puissiez encore une fois trouver votre compte dans ce que je vais vous proposer. Malheureusement, je n'ai plus tous les livres en ma possession puisque encore une fois, j'en ai mis plein que j'avais lus en carton, plein sont déjà partis, sont déjà stockés chez ma mère, mais j'ai découvert et adoré Celle qui a tous les dons de M.R. Carré. M.R. Carré, pareil, hein, qui est assez connu je pense, et qui est un des comme grand nom de La Talente aussi. Celle qui a tous les dons, c'est une espèce de post-apo où on est dans une humanité qui essaie de se reconstruire, ou en tout cas qui essaie de survivre, et qui a découvert, suite à une espèce d'apocalypse un peu particulière, une espèce d'épidémie on pourrait dire, que l'humanité a changé, qu'elle est en train de changer, et on suit principalement une petite fille qui est un petit peu particulière et je vous laisserai découvrir ça. C'est un roman que j'ai adoré parce que c'est un roman qui pose la question de la survie de l'humanité. Est-ce que si il y a une apocalypse, une très grosse épidémie qui décime quasiment l'intégralité de l'humanité, si l'écologie part en cacahuète, est-ce qu'il faut s'accrocher à tout prix à faire vivre l'humanité alors que l'humanité est clairement inadaptée et destructrice? C'est vraiment une grande question qui est très dure en fait en tant qu'humain à se poser, enfin ça dépend des gens ceci dit, mais qui est intéressante, qui est vraiment intéressante, et surtout M.R. Carré a un très grand talent en tant qu'auteur et écrivain, c'est qu'il parvient à vous plonger
vous immergez totalement dans son univers et c'est hyper difficile de poser le bouquin, c'est hyper difficile de s'arrêter, c'est des page turners à chaque fois, c'est très prenant, les ambiances sont toujours extrêmement pointues, réussies, les personnages sont intéressants, très rarement manichéens, bref, j'aime beaucoup la plume de cet auteur, je l'ai découvert aussi grâce à la saga Rempart, qui est une saga pour le coup de SF que j'ai adoré pour les mêmes raisons en fait, même si c'est pas tout à fait la même histoire puisque là on est vraiment dans, on pourrait dire de l'anticipation carrément, parce que humainement c'est intéressant, c'est intelligent et ça propose, il y a toujours une vraie proposition en fait dans les bouquins de M.R. Carré avec des vrais questionnements autour de l'humanité que moi j'aime beaucoup, que je trouve passionnante. Autre livre que j'ai découvert, que j'ai adoré, qui est un cadeau de Pénélope, c'est Lavinia d'Ursula K. Le Guin. Oui, il y a des petits post-it parce qu'on a fait une vidéo. Si ça vous intéresse, je vous remettrai cette vidéo en barre d'infos. Lavinia, c'est le dernier écrit de l'autrice et c'était vraiment un très bon écrit. C'était génial. C'est de la réécriture mythologique. C'est pas ce que l'autrice fait forcément le plus. Je pense peut-être même que c'est sa seule réécriture mythologique. Et c'était excellent, c'était vraiment très bon. Ici ensuite le personnage de Lavinia qui est la deuxième épouse d'Énée qui vit dans le Latium, qui est donc l'Italie antique concrètement, à une époque où il n'y a pas cette unité de pays, un peu comme en Gaule en fait, je veux dire il n'y a pas d'unité, c'est des petits peuples. Et on va retracer la fondation mythologique de Rome, avec l'arrivée d'Énée qui est un Troyen, le mariage entre Énée et Lavinia, et en fait on voit tout ça du point de vue de Lavinia, qui est un personnage qui a été très largement oublié dans les récits mythologiques et c'était fascinant en termes d'écriture. J'avais à l'époque, c'était mon premier Ursula K. Le Guin si je dis pas de bêtises, et je pense que j'aimerais relire ce texte maintenant que je connais un peu mieux la plume de l'autrice, parce que je suis persuadée qu'il y a des choses que j'ai ratées et que j'aimerais redécouvrir. C'est un récit qui est vraiment très particulier, parce que cette autrice a une écriture qui est très particulière, vraiment, mais je pense qu'il faut le tenter. Parce que c'est intéressant, parce que c'est bien écrit, parce que c'est intelligent et que c'est une réelle proposition. Bref, j'ai adoré Lavinia, je vous recommande. C'est très intéressant d'avoir finalement ce point de vue du Latium antique, qui est quelque chose qu'on voit très peu. Les réécritures grecques, troyennes et compagnie, on en a pléthore. Tout ce qui est plutôt romantique, pas vraiment. Donc c'était très chouette d'un point de vue féministe, d'un point de vue questionnement autour de la place des femmes, mais pas que, en fait aussi des relations entre les humains, etc. C'était génial, j'ai adoré, Pénélope a adoré. Je vous remets en barre d'infos le vlog où j'en ai très longuement parlé parce que je pense que j'en parlerai mal maintenant, que je l'ai lu il y a un certain temps, et c'est pour ça aussi que j'aimerais le relire. Autre livre qui a été publié chez La Talente et qui fait partie de ces livres qui sont adorés, adulés ou détestés, c'est Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko, qui est plutôt, je pense, on pourrait dire de la littérature fantastique, puisque l'on suit une jeune fille qui s'appelle Sacha, qui va partir en vacances avec sa mère sur la côte, je pense, je sais plus où c'est, en Bulgarie peut-être, mais je crois qu'elles sont ukrainiennes, donc elles partent en vacances toutes les deux pour 1 ou 2 semaines, et Sacha, qui a 16 ou 17 ans, va être abordée par un homme qui va lui donner une espèce de défi, et elle va devoir faire quelque chose tous les jours, à savoir, elle doit aller à 5h du matin, nager nue dans la mer, jusqu'au flotteur là, et revenir. Il y a rien, c'est bizarre, c'est dérangeant, mais il n'y a pas de... C'est vraiment fantastique, c'est pas un truc de détraqué, vous voyez. Bref, et Sacha va s'ouvrir avec ces défis que lui donne cet homme pendant un certain temps, les portes d'une école supérieure très particulière, et je vous laisserai découvrir. C'est un récit qui est profondément dérangeant, c'est un récit qui est profondément métaphorique, c'est un récit qui est très particulier, où vous passez par toutes les émotions, où il y a cette espèce de compréhension qui se met en place au fur et à mesure que vous avancez dans le texte, avec vraiment cette impression de ne rien comprendre au début. Petit à petit, tout s'éclaire. Au début, tout repose sur l'ambiance, et plus on avance, et plus on comprend des choses, et ça s'éclaire, et voilà, mais en même temps, ça reste glauque, bizarre, dérangeant, décalé, perché. Si vous aimez les récits très particuliers, vraiment, avec ce côté Dark Academia très dérangeant, il y a quelque chose de très glauque, je vous le dis quand même dans ce récit, ça peut vous plaire. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont aimé ce livre. Je dis pas que j'ai tout compris, je dis pas que c'était une lecture facile, je dis pas que j'ai pas été dérangée, mais je pense que c'est le but de ce bouquin, de déranger. Donc en ça, c'était réussi, et c'est une lecture que j'ai aimée par le réel travail d'écriture autour de l'ambiance et de comment vous vous sentez quand vous lisez ce livre. C'est absolument impossible ou très difficile de rester extérieur. En tout cas, quand on accroche, je pense qu'en fait c'est tout l'un ou tout l'autre finalement, mais voilà. Et c'est un récit qui vaut le coup d'être tenté parce que c'est encore une fois, réelle proposition
particulière. Ça vaut le coup d'essayer si vous pouvez l'emprunter, si vous n'êtes pas sûr d'aimer. Vraiment, Vita Nostra, c'est spécial. Mais c'est quelque chose qu'il faut tenter. C'est une expérience, voilà. C'est comme la Maison des Feuilles. On peut pas savoir si on va aimer ou pas, mais il faut tenter pour se faire un avis. Vita Nostra, pour moi, ça fait partie de ces livres-là. Dernière saga que je vais vous présenter ici, et j'ai pris un tome au pif, et c'est pas du tout le premier tome. C'est une saga de fantasy que j'adore vraiment, vraiment. J'attends le prochain avec beaucoup d'impatience. C'est Les Archives des Collines Chantantes. Donc moi, je les ai à chaque fois pris en collector parce qu'ils sont très shiny, très jolis. C'est pas le premier volume du tout. Des mammouths à la porte, c'est le dernier. Je sais pas pourquoi j'ai pris le dernier. Le premier, c'est L'Impératrice du sel et de la fortune. Vous voyez, c'est des novellas. C'est quelque chose, encore une fois, que la Talente fait très bien et que j'aime beaucoup. Ici, on va être sur un personnage qui s'appelle Shi, qui est un adelphe, qui fait partie d'une abbaye ou d'un monastère, je ne sais plus quel est le mot, peut-être que ça sera écrit derrière ici, je ne sais, l'abbaye, qui fait partie d'une abbaye, et en fait, l'objectif de cette abbaye, c'est de passer à l'écrit les mythes, les contes, les légendes urbaines qui existent à travers cet univers qui est assez vaste et dont on ne sait pas grand chose finalement. Et on va suivre Chi qui va de village en village, qui suit un petit peu le fil de ses pérégrinations et qui prend en note ces histoires, qui va interroger différents partis pour avoir différents points de vue, qui va tout noter pour tout archiver dans l'abbaye des Collines Chantantes. Et chaque tome, en fait, est une histoire différente. On suit une légende différente. À chaque fois, c'est vraiment assez différent et assez intéressant. Je trouve que l'autrice propose un réel travail autour de la narration. Par exemple, dans le premier volume, on suivait un personnage qui vivait dans un... C'est pas un château parce que ça se passe... C'est plutôt une ambiance d'origine asiatique, Chine, je pense, mais j'ai peur de dire des bêtises. Donc c'est pas un château, c'est un espèce de palais. Et en fait, elle est seule, elle s'appelle Lapin, elle est seule là. L'adelphe Shi va se promener dans cette espèce de palais un peu désaffecté, trouver des objets, et chaque objet permet à Lapin, qui reste là, qui est une vieille femme, de raconter une histoire par rapport, qui démarre de cet objet par rapport à la fameuse impératrice du sel et de la fortune. Et c'est excellent en termes de narration. Moi, j'ai adoré. Le deuxième volume, donc ça c'est l'Impératrice qui est très très jolie. Le deuxième volume, je crois que c'est celui-ci. Là, il y avait un travail de narration qui était passionnant puisque les protagonistes qui devraient raconter l'histoire, dont c'est l'histoire, demandent à Shi de raconter ce qu'il en sait et la corrige régulièrement. C'est excellent. J'aime beaucoup ce travail. Ensuite, on avait du coup Entre les méandres, qui était encore différent puisque là c'était plus classique en termes de narration, mais c'était intéressant parce que c'était plus immersif dans la manière dont l'histoire était vécue. Ça avait moins ce côté récit a posteriori et plus une espèce de comme si l'adelphe Shi revivait un petit peu ce qui se passait, donc c'était aussi très intéressant. Et le dernier, qui est peut-être mon préféré, des mammouths à la porte, là c'est très différent puisque au lieu de parler d'un conte ou d'une légende très connue, très célèbre et un peu mythique, on va parler de l'histoire avec un petit H d'un personnage qui est décédé, et ça va parler de deuil, ça va parler de la manière dont on perçoit quelqu'un, en fait la vie de quelqu'un une fois que cette personne est partie, et les différents points de vue qu'ont les gens. Tout le monde n'a pas la même façon de voir une personne, et que ce soit la famille, bref, voilà. C'était très beau, c'était très fort en termes de deuil, en termes de questionnement humain, c'était génial, j'ai adoré ce récit, c'est peut-être mon préféré, honnêtement, et ouais, j'aime beaucoup cette saga. Je sais qu'il y a un 5e tome qui est sorti en VO, ou qui va sortir en VO, donc j'ai hâte d'avoir la suite, bien évidemment, et encore une fois, chose que je n'ai pas précisée en début de vidéo, les éditions La Talente ont vraiment un très très beau travail en termes d'édition. C'est toujours très joli, c'est perlé. J'ai un affect particulier pour la présentation et la police d'écriture qui est très spécifique à cette maison d'édition, donc bref, moi j'aime beaucoup, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Évidemment, j'ai lu beaucoup d'autres textes de La Talente que j'ai adoré, Ni Dieu dit monstre, j'ai adoré, Le démon de Maître Prosper que j'ai lu très récemment, que j'ai adoré. Il y a pléthore d'autres textes chez La Talente qui sont de grande qualité, c'est pour ça que je vous invite à vraiment vous pencher sur cette maison d'édition, à aller voir ce qu'ils proposent. Je sais que par exemple John Scalzi est beaucoup aimé, j'aimerais beaucoup le découvrir d'ailleurs, plutôt a priori dans l'humour, la légèreté, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses assez différentes, il y a de réelles propositions et prises de risque pour moi dans ces publications, et je vous invite à tenter, à découvrir ce que propose cette maison d'édition, à aller voir sur leur site tout leur catalogue, que ce soit les textes plus anciens ou les plus récents, il y a 1001 choses, et si vous aimez la littérature de l'imaginaire, c'est sûr que vous pouvez trouver quelque chose à votre goût, tout simplement. Voilà, je vous remettrai en barre d'infos les livres dont j'ai parlé avec le nom des traductrices et des travails d'illustration, parce que j'ai pas tout cité
pour pas trop alourdir, mais je vous remets tout ça en barre d'infos. Je vous remets, si je retrouve, les vidéos où je parle de ces lectures quand je les ai lues, mais il y en a beaucoup, je sais pas si je retrouverai tout. Voilà, je vais faire ce que je peux. En attendant, n'hésitez pas à me donner vos maisons d'édition indépendantes préférées. Je serais très curieuse de le découvrir. N'hésitez pas à me donner vos titres favoris de chez La Talente. Pareil, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être que ça me permettra aussi de découvrir des titres que moi je ne connais pas. C'est fort probable. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!